F1 ITV, deuxième partie du débriefing de Barcelone, avec ce Grand Prix tout à fait fou, hein, puisqu'on a eu un vainqueur inédit qu'on n'attendait pas. On attendait peut-être un cinquième vainqueur différent, une cinquième écurie différente victorieuse cette saison, avec évidemment Lotus et soit Raikkonen, soit Grosjean. Et puis on a eu Williams, Renault et Pastor Maldonado. Alors, Ziv, ce qu'on peut dire, c'est que Pirelli... Hein, et voilà. C'est vraiment le facteur, le paramètre qui a complètement redistribué les cartes ou brouillé les cartes peut-être cette saison. Voilà. Mais oui, ils ont été assez intelligents, c'est qu'ils font deux compounds différents, les durs et les softs, qui sont très différents. Et d'après la stratégie, d'après les réglages, ça brouille tout à fait les cartes, les écuries sont un peu perdues et ça nous donne des résultats tout à fait inattendus. Ce qui est intéressant, c'est que les deux types de gommes qu'ils ont choisis pour Barcelone, hein, qui étaient vraiment très éloignés l'un de l'autre, hein, on était donc en dur et en tendre, sans passer par les médiums habituels. Du coup, on a une grosse différence entre les deux trains. Il faut essayer donc c'est beaucoup plus performant avec les pneus tendres, donc il faut essayer de tenir avec les tendres, mais on a vu que c'était pas évident déjà en qualification de préserver des pneus pour la course et les équipes se déchirent pour savoir est-ce qu'on doit privilégier la qualif ou la course, quoi. Et du coup, on constate que tous les top teams ont l'air un peu perdus et que la stratégie, la hiérarchie est complètement bouleversée. Oui, tous les gros bras, les top teams, les valeurs établies sont perdus et on voit des jeunes émerger parce qu'ils n'ont pas les points de repère, ils n'ont pas des habitudes et ils se débrouillent très souvent mieux que les valeurs établies et les champions du monde. Surtout, ils sont sans complexe. Bon, ce qui m'interpelle en chiffres, Ziv, c'est que l'an dernier, je crois qu'on a eu 7 pilotes qui ont monopolisé le podium sur 19 Grands Prix. Toute l'année. Voilà. Les top teams, en l'occurrence, si ce n'est Renault en début de saison qui avait eu 2 podiums avec Petrov et Heidfeld. Mais uniquement les top teams, donc 7 pilotes. Et là, cette année, en 5 Grands Prix, on a combien ? On en a 9 déjà. 9 pilotes différents sur le podium. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et 5 écuries différentes qui gagnent. Hein, on l'avait dit la dernière fois, c'est la première fois depuis 1983. Pour peu qu'une Lotus gagne à Monaco, on va battre tous les records du genre. Et en même temps, ça tombe bien parce qu'on a une génération de jeunes qui sont vraiment très, très doués. On en a déjà parlé. Et ils se révèlent, ils montrent leur croc. Et là, bon, plus que ce qu'on imaginait avec cette victoire de Maldonado. Maldonado, c'est vrai que, alors, il a mieux géré les pneus. Williams a peut-être mieux géré les pneus que des gros bras comme Ferrari, parce que Alonso fait quand même un dernier relais en faisant moins de tours et en étant plus en difficulté avec ses pneus arrière. On l'a vu dans les derniers tours. Alors, il faut voir évidemment dans quel état sont les pneus, parce que comme on n'est pas en pneus neufs dans le dernier run, parce que d'habitude on se dit bon, la voiture est plus légère, donc on garde les pneus neufs plutôt en début de course. Bon, là, on ne sait pas très bien quel était l'état des pneus de Fernando. Fernando a peut-être un peu beaucoup attaqué aussi tout de suite après. Il avait la frustration d'avoir perdu du temps, hein, d'abord d'avoir fait son pit stop 1 ou 2 tours trop tard, et puis d'avoir perdu du temps avec Glock, je pense, ou avec Pic, non, avec Glock, à ce stade-là de la course. Mais bon, ça se serait joué peut-être sur peu de choses. Ce qui était intéressant, c'est de voir que des stratégies décalées aussi ont fonctionné. On a vu Kimi revenir sur les talons d'Alonso à la fin. Comme un boulet. Voilà. Alors, Maldonado, on parlait de sa pancarte de pilote payant, là, et puis on constate que c'est un pilote vraiment doué. Tout compte fait, il est bon. Voilà. Mais moi, je connais bien cette génération de GP2, et je ne vous cache pas que Maldonado, bon, c'est un acrobate, c'est un type qui a un don, qui a un talent naturel, c'est clair, mais il m'a toujours semblé un peu lourdingue, peut-être pas le plus travailleur ou pas le plus fin techniquement. Donc, je ne croyais pas que Maldonado allait pouvoir réussir un coup pareil. Je me souviens chez Art Grand Prix, il y a 3 ans, il était équipier de Hülkenberg. On n'a pas vu Maldonado de la saison. Hülkenberg l'a massacré. Donc, Hülkenberg, là, il est en train presque d'avoir un peu... Enfin, là, il a fait une belle course par rapport à Di Resta ici à Barcelone. Mais bon, on sent que c'est pas évident. Pastor, il a quand même un niveau, il a gagné le GP2, il a survolé le GP2 il y a 2 ans. Je vous rappelle que c'était Pérez, son dauphin, donc ça aussi c'est intéressant. On a là, comme tu dis, Ziv, une génération qui parvient aussi à peut-être mieux jongler avec cette nouvelle réglementation et ce paramètre pneumatique qui perturbe un peu tout le monde. Tout à fait, moi j'aime bien cette nouvelle génération. Maldonado qui a sa légitimité, mais qu'il avait déjà en gagnant le GP2. Pérez qui a explosé, dont tout le monde parle. On a
Romain Grosjean. Romain Grosjean. Il fait Moi, un super début de saison. Moi, je trouve qu'il a fait une splendide course hier, une belle 4e place. Il marque de gros points. C'est très important pour sa confiance. Alors, il se loupe un peu au départ, hein. Puis il y a cette touchette avec Pérez dans le premier virage qui aurait pu avoir des conséquences. Donc Romain est toujours parfois un peu limite, mais bon, il faut prendre des risques, hein. On est à un stade, en plus quand on joue la gagne comme ça se joue à peu de choses, mais là, je suis quand même content de son résultat. Et sa fin de course, hein, il a terminé en boulet de canon, il fait le meilleur tour en course. Record du tour. Voilà, et il était vraiment vite, même si Raikkonen, dans la première moitié de la course, était meilleur que lui. Était plus rapide. Et puis, je tiens à souligner la performance depuis 2 Grands Prix assez extraordinaires de Kamui Kobayashi, ce Japonais, le plus français des Japonais, que je crois que tu connais bien. C'est vrai. Il nous a régalé hier, Kamui, parce qu'il nous a fait le Frenta, hein, comme il sait si bien Magnifique. faire. Et quelque part, il est presque le seul à réussir des manœuvres de dépassement comme ça. Franchement, on se souvient, c'est sa marque de fabrique, quoi. Déjà, lors de ses 2 premiers Grands Prix avec la Toyota, fin 2009, c'était comme ça. Et puis avec Sauber, il a refait le coup plusieurs fois. Il prend tout le monde par surprise en freinant hyper tard à l'intérieur du village. Il va au culot, et on a vu que Rosberg, à un moment, il a hésité, il a fermé la porte, et à la deuxième tentative, il a dit, bon, c'est pas la peine. Ah oui, parce qu'il est là, c'est ça où on se touche. C'est une manœuvre de kamikaze, voilà. Hein, c'est le banzai move, comme on dit. Et magnifique, et ça fait 2 Grands Prix qui fait oublier Pérez, que tout le monde encensait. Et là, je trouve que Kamui, il a super bien roulé. Et c'est très rare quand même pour un Japonais de parvenir à s'intégrer, et la culture japonaise est tellement différente. On n'a jamais eu un pilote japonais aussi compétitif, hein, parce que, souvenez-vous, Kazuki Nakajima, il n'a pas été en mesure de s'adapter à la F1 et à la culture européenne, à la vie à l'occidental de la F1. C'est vrai pour les prédécesseurs. Oui, Katayama, Takuma Sato, Suzuki, etc. Enfin, de grande qualité, mais il manquait toujours quelque chose. Un petit quelque Avec chose. Kamui, on tient peut-être effectivement le premier Japonais qui peut gagner un Grand Prix. Hein, il a le potentiel, clairement. Si Maldonado gagne, je pense que Kamui peut gagner. Et Je crois que ses performances sont un peu en dents de scie. Il a de grandes qualités, mais il a tendance aussi à se perdre un peu. Il faut que l'auto soit bien réglée. Kamui, il a un peu de mal parfois en mise au point. Il faut que l'auto soit bien réglée. Si elle est bien réglée, si elle est efficace, alors il va chercher le dernier carat. Mais tu dis que c'est le plus français des Japonais, c'est vrai, parce qu'il a longtemps vécu à Paris. Et il faut savoir qu'il est en Europe depuis l'âge de 17 ans. Il a commencé en Italie, Formule Renault, à l'âge de 17 ans, et il retourne au Japon vraiment très rarement pour des tout petits séjours. Et aujourd'hui, quand il y va avec des pieds de plomb, quoi. Oui, il est fort. Au Japon, et vraiment, il est complètement intégré ici. Il est devenu, en quelque sorte, un occidental. C'est un occidental, et il a vraiment du mal à retourner au Japon avec cette culture, cette mentalité bien spécifique. Et je crois qu'il s'est vraiment bien habitué à l'Europe, et il n'est pas prêt à retourner habiter au Japon. Voilà, un occidental aux yeux bridés. Alors, il y a d'autres... Bon, avec Pérez, on a encensé Pérez en début de saison, puis là, on voit quand même que Kobayashi prend un peu le dessus sur lui sur les 2 derniers Grands Prix. Senna avait fait 2 super courses après que Maldonado ait fait 1 ou 2 bêtises. Et puis là, Senna, il est passé complètement à travers de son Grand Prix, alors que Pastor était loin devant. Ça aussi, c'est parfois des surprises entre équipiers dans une même équipe. Et puis on revient à l'aspect Pirelli, où on sent très bien que quand un pilote a un Grand Prix il est devant, il est vraiment bien, et comme les écarts sont forts et serrés. Et puis il y a des week-ends où les pilotes sont un peu moins à l'aise et ils se retrouvent 17e, 18e. Et on ne les voit pas du week-end. C'est vrai que ça fait le yo-yo. Hein. C'est vrai qu'en qualif, la manière dont ça se gère... Bon. Alors, il y a d'autres équipes où on voit que les équipiers se tiennent de très près. Chez Force India, entre Hülkenberg et Di Resta. Chez Toro Rosso, entre Jean-Éric Vergne et Ricciardo. En revanche, il y a une équipe où c'est le grand écart. C'est Ferrari, évidemment. Oh là là. Et là, on est content de voir revenir la Scuderia au premier plan, parce que visiblement, la voiture marche, ils ont bossé. Bon, Fernando fait ce qu'il faut aussi pour la rendre efficace, cette auto. Mais enfin, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Et là, il nous a régalé à Barcelone. Il est en tête du championnat. Qui l'aurait cru quand on a vu la Ferrari aux essais hivernaux en février? Franchement, pas grand monde. Mais Massa, là, je crois qu'on touche tout doucement à la fin de l'histoire, parce que la confiance n'y est plus. Là, il y a vraiment un gros problème, parce qu'une écurie comme Ferrari ne peut pas se permettre de ne rouler qu'avec un pilote qui marque des points. Ça ne va pas. Et Massa, il est tout à fait perdu pour l'instant.
C'est clairement mentalement, hein, il y a un problème de confiance, parce que Massa n'a pas perdu Moi, j'ai l'impression ses qualités qu'on n'a pilote. pas retrouvé l'ancien Massa après son accident. Il a perdu quelque chose. C'est peut-être des petits C'est peut-être détails. psychologique. C'est d'ailleurs, psychologique. mais bon. Sa confiance n'est plus là. En attendant, moi j'ai le sentiment que chez Ferrari, on l'a écrit aussi en exclu sur f1i.com, j'ai le sentiment que chez Ferrari, là maintenant, il y a un ultimatum pour Massa. Et que si à Monaco, il n'est pas plus proche d'Alonso, franchement, ils ne vont pas continuer. On verra s'il va au Canada ou si c'est à Valence, mais je pense qu'il y aura un changement qui va s'opérer. Des négociations sont en cours en coulisses. Alors, il y a deux pistes, hein, mais effectivement, ça peut être Pérez parce qu'il est dans l'académie Ferrari, même si ça pose un peu des problèmes au niveau des sponsors mexicains chez Sauber et que, voilà, il est peut-être pas tout à fait prêt non plus, Pérez, franchement. Ça peut être en Pérez, baisser le costume. mais c'est exactement ce que tu dis. Est-ce qu'il a intérêt à y aller maintenant ou est-ce qu'il ferait mieux de faire encore une saison chez Sauber et d'y aller l'année prochaine? On parle de Sutil. On a vu Sutil en réserve de la République, entre guillemets, qui est revenu par la fenêtre. Mais en principe, je pense que Sutil reviendrait, mais ce n'est pas pour aller chez Ferrari, c'est éventuellement pour suppléer un départ de Pérez chez Sauber. C'est en tout cas comme ça qu'on l'a ressenti à Barcelone. Sutil était dans le garage Sauber un peu trop souvent, à mon avis. Sinon, Jackie Stewart, qui pousse à ce que Ferrari essaie d'engager Di Resta, un Écossais comme lui. Et pourquoi pas? Parce que Di Resta m'a l'air d'avoir le calibre. C'est vrai. Di Resta, c'est clair que c'est la révélation de l'année dernière et qu'il est très solide. Alors, Di Resta, oui, c'est vrai que Di Resta chez Ferrari, on n'y a pas pensé. C'est pas Stewart qui a grand-chose à dire chez Ferrari, je vous rassure. Non, le problème, c'est qu'il est vraiment estampillé Mercedes et que je vois mal Mercedes le lâcher à ce stade-ci. C'est-à-dire que c'est une négo qui se passe, semble-t-il, entre Ferrari et Massa aussi, et donc Nicolas Todd. Oui. Et que Nicolas Todd, si Massa est effectivement grillé, ce qui semble être le cas, si malheureusement il ne relève pas la tête à Monaco, eh bien à ce moment-là, effectivement, il y a peut-être une porte de sortie qui arrangerait tout le monde. C'est de mettre Di Resta dans la Ferrari, et du coup, ça libère un baquet pour Jules Bianchi, également managé par Nicolas Todd chez Force India. Bon, pour l'instant, tout ça est à prendre avec les réserves Ce ne sont que d'usage. voilà, des suppositions. Espérons que Massa se reprenne à Monaco. On lui souhaite quand même du bien à Massa, mais En tout cas, nous ne sommes pas très optimistes. moi je pense que chaise musicale, il y aura, tôt ou tard. Si ce n'est pas pour Montréal, ce sera pour Valence. Et que ça peut aussi, on peut avoir des surprises. Hein, on peut avoir un joker qui sort quelque part du chapeau dans une équipe ou dans une autre. Parce qu'on a même parlé de Weber. On a même parlé de Weber, enfin. Red Bull n'est pas prêt à le lâcher, mais je crois que Ferrari ne le verrait pas d'un mauvais Et œil. puis la presse belge, un peu over-enthousiaste, imagine même d'Ambrosio dans un rôle. Bon, chez Ferrari, ça paraît un peu optimiste, mais peut-être en remplaçant quelque part, si ça bouge. Enfin, on verra si l'échiquier va bouger. Voilà. En attendant, qu'est-ce qu'on s'amuse? Quelle chouette saison 2012. Et puis le prochain rendez-vous, c'est Monaco dans 8-10 jours à peine. Dans une dizaine de jours. Et on en reparle dans quelques jours seulement sur f1i.com F1i. et F1i TV.